Gabrielle. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler de l'anxiété chez les enfants âgés de 0 à 5 ans. On sait vraiment beaucoup de choses sur l'anxiété chez les adultes, chez les adolescents, chez les enfants, on en sait aussi beaucoup, mais chez les enfants en petite enfance, on sait pas trop. C'est ça. Donc, dans le fond, de quoi je vais vous parler, ça va être vraiment des bases de l'anxiété. Si vous trouvez justement que votre enfant a une problématique encore plus complexe ou que ça répond pas vraiment à vos besoins, je vous encourage vraiment à aller consulter en fait auprès d'un professionnel. C'est sûr que pour moi, avec les vidéos, ben, il manque pas mal d'informations. Enfin, il y a plusieurs définitions de l'anxiété. Il n'y a pas vraiment une seule définition, c'est vraiment assez large. Premièrement, c'est vraiment important de différencier la peur de l'anxiété. C'est vraiment deux choses qui sont différentes, bien que similaires. Tout d'abord, en fait, l'anxiété, ça, c'est une réaction émotionnelle intense face à un stress ou une peur. Dans le fond, l'anxiété, de façon générale, souvent dans notre société actuelle, on voit ça comme une chose négative. On dit ah, ça y est anxieux, etc. Faut travailler cette anxiété-là, faut pas être stressé, faut pas être anxieux. Sauf que de viser en fait une absence d'anxiété, c'est pas mal impossible. Parce que dans le fond, l'anxiété a quand même des utilités au niveau biologique puis au niveau du corps humain. Un stress, une anxiété, ça va donner une décharge d'adrénaline qui peut en fait vraiment nous sauver la vie dans certaines situations. Par exemple, si on a un accident de voiture puis on est stressé, ben c'est normal puis c'est essentiel d'être stressé pour s'enfuir la situation. En fait, une façon un peu plus simple de dire c'est quoi l'anxiété, l'anxiété, ça sert un peu d'un système d'alarme. Face à une menace, en fait, le corps humain va comme s'activer puis il va choisir trois options. La première, c'est de fight. Dans le fond, par fight, qu'est-ce qu'on entend? C'est qu'on va combattre la menace. Par exemple, si vous êtes chez vous à la maison puis un voleur qui vient à la maison, ben ça se peut que vous vouliez combattre le voleur. Donc ça, c'est un mécanisme de défense. Face à une menace, justement, le corps humain va produire de l'adrénaline. Cette adrénaline-là, ça va nous servir à plusieurs choses, dont combattre. Ça va nous donner, dans le fond, une vitesse d'action qui est nécessaire au combat. La deuxième option, en fait, face à un stress, ça va être de flight qu'on appelle. Flight, ça c'est vraiment s'enfuir. On déguerpit, on s'en va de la situation qui est problématique, qui est menaçante. Justement, on avait le fight, que là c'est vraiment on combat, et ensuite le flight, ben on s'enfuit de la menace. Et la troisième chose qu'on peut faire face à un stress ou une menace, ça va être de freeze. Par freeze, on entend on gèle. Donc, face à un stress, à une menace, à quelque chose, la personne va juste rester sur place et elle va figer. En fait, souvent, l'exemple qui me vient en tête quand on parle de freeze, c'est vraiment l'image du chevreuil et de l'auto. Dans le fond, par exemple, on conduit sur l'autoroute et on voit un chevreuil. Donc, le chevreuil va avoir peur d'un phare de voiture, il va juste figer et regarder les phares. Donc ça peut être aussi quelque chose qui se passe chez l'être humain de juste figer. Puis il y a aussi à noter en fait que c'est normal pour les enfants d'avoir peur, puis ces peurs-là, habituellement, vont disparaître au fur et à mesure que l'enfant grandit. Par rapport à une peur, dans le fond, qu'est-ce qui peut vous aider à différencier la peur de l'anxiété? La peur, c'est par exemple un enfant qui voit un gros chien, puis il crie parce qu'il a peur, puis parce que le chien passe près de lui. Ça va être la peur. Dans le fond, la menace, elle est réelle. L'enfant a quand même des raisons d'avoir peur. Si par exemple le chien est plus gros que lui, si le chien lui grogne après, dans le fond, c'est normal d'avoir peur à ces moments-là. L'anxiété, par exemple, ça serait par exemple l'enfant qui a peur d'aller au parc au cas où il croise le chien. C'est vraiment l'anticipation de certains événements qui crée des pensées anxieuses, dans le fond, dans la tête de l'enfant, qui fait en sorte qu'il se met à stresser juste à l'idée, par exemple, dans mon exemple du parc, il a peur à l'idée d'aller au parc. Moi, je sais qu'est-ce que vous dites. Entre 0 et 5 ans, de quoi un enfant peut avoir peur? En fait, les enfants, même les bébés, ils vont avoir des peurs. Par exemple, un bruit très fort peut leur faire peur. Ils vont avoir peur des étrangers. Ils vont avoir peur de se séparer de leur maman parce que un bébé va penser que sa maman va jamais revenir, en fait. Puis ça va lui créer une angoisse. Donc, on voit ça apparaître chez les très jeunes, en fait. En grandissant, les peurs vont être de plus en plus concrètes. Donc, l'enfant va avoir peur, par exemple, d'être seul dans sa chambre, va avoir peur du noir, va avoir peur des monstres, du Père Noël. Un enfant va vraiment se créer des scénarios dans sa tête, puis ça peut lui causer un peu d'anxiété. Un enfant qui a peur des monstres avant de dormir, ben
même si on lui dit il n'y a pas de monstre, bien souvent on va créer des routines de dodo pour sécuriser l'enfant, pour lui montrer qu'effectivement il n'y a pas de monstre. Par exemple, dans le cas d'un enfant qui a peur de dormir à cause des monstres, on peut par exemple faire une petite routine de on regarde en dessous du lit pour voir s'il y a des monstres avec maman. On peut mettre une veilleuse dans la chambre aussi en disant que ben, la veilleuse, si elle est là, ben, les monstres ne viendront pas. On peut aussi, dans le fond, ça c'est une idée que j'avais vue aussi sur Internet qui est vraiment intéressante, c'est un vaporisateur de monstres. Dans le fond, on prend un vaporisateur, on met de l'eau dedans, puis on peut comme décorer l'objet, dans le fond, le vaporisateur avec des collants, des images anti-monstres, tout ça, puis on peut le laisser à l'enfant près de son lit. Dans le fond, si l'enfant a peur durant la nuit qu'il y a des monstres, il peut prendre le spray puis juste comme asperger les monstres. L'enfant, lui, se sent en sécurité et en contrôle. Donc ça peut être vraiment intéressant. Dire que les peurs sont normales chez un enfant. Faut pas non plus minimiser ses peurs en disant ben là c'est rien, etc. Parce que pour lui, ça lui fait vraiment peur. C'est normal pour un enfant d'avoir peur. Il y a plusieurs raisons. Il faut vraiment comprendre à la base que le cerveau d'un enfant est en développement. Donc il y a certaines choses que l'enfant comprend pas vraiment, de la difficulté aussi à gérer certaines émotions. Donc ça, c'est normal parce qu'au niveau neurologique, au niveau de son cerveau, il y a vraiment des éléments qui font en sorte qu'il peut pas gérer certaines choses, il va percevoir la réalité d'une façon différente qu'un adulte. Et aussi, la deuxième raison, c'est qu'un enfant étant un enfant, ben il y a beaucoup de choses en fait qu'il découvre encore. Justement, c'est un nouvel humain en fait. C'est normal qu'il va explorer, il va avoir à tous les jours quelque chose de nouveau. Puis la nouveauté, ben ça fait peur, autant pour un enfant que pour un adulte. Donc c'est ça. Là, on vient de voir en fait que la peur puis l'anxiété, ben c'est normal. Sauf qu'à quel moment ça devient problématique pour un enfant? L'anxiété devient problématique chez un enfant lorsque ça nuit à son fonctionnement au quotidien, que ça prend trop de place dans la vie de tous les jours. Alors, en tant que parent, ça va être presque épuisant de gérer cette anxiété-là. Et aussi, dans le fond, c'est quand ça nuit à son développement. Mais comment l'anxiété fait en fait pour nuire au développement de l'enfant? Tout d'abord, c'est pas juste l'enfant. Faut dire qu'en tant que parent, on a aussi une certaine responsabilité face à l'anxiété de notre enfant. On va voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Ce qu'on peut faire quand on a un enfant anxieux pour l'accompagner puis diminuer aussi son anxiété pour pas que ça devienne problématique en grandissant. Pourquoi ça nuirait au développement de l'enfant? Par exemple, un enfant qui a peur d'aller au parc. Ça lui fait peur, il a peur de qu'est-ce qui va arriver, il a peur de monter dans un module et de tomber, il a peur de voir un chien, que sa maman s'en aille pendant qu'il est dans le jeu. Il peut avoir peur de plein de choses. Ça veut dire qu'en tant que parent, par exemple, on va dire « Ok Samuel, on s'en va au parc, on va aller jouer ». L'enfant va se mettre à pleurer, il peut dire aussi « Ah ben là, j'ai mal au ventre, je me sens pas bien, je peux pas y aller en ce moment ». Ça fait en sorte qu'en fait, il va rester à la maison, mais alors qu'au parc, il peut en fait développer tout ce qui est, on appelle ça motricité globale, l'enfant, par exemple, sauter, courir, grimper. Aussi, au parc, il y a des interactions sociales, donc en n'y allant pas, ben l'enfant, il va pas développer certaines capacités sociales qui vont être en fait essentielles à l'école. On peut voir, ça peut créer vraiment plusieurs problématiques qu'un enfant qui a l'anxiété, puis en fait, ça va nuire à son développement. C'est vraiment, il va éviter plein de situations d'apprentissage, en fait. Mais comment on fait maintenant pour savoir que son enfant est anxieux? En fait, il y a certains enfants qui vont être capables de le verbaliser. Par exemple, un enfant de 5 ans qui n'a pas de difficulté au niveau du langage va être capable de le dire que ça le stresse ou qu'il a peur, par exemple. Il va plus dire en fait des peurs. Ah, j'ai peur du Père Noël, j'ai peur de ça. Il va être capable de le nommer. Un enfant qui est soit a des difficultés langagères ou qui est en bas âge va pas être capable de verbaliser ces craintes-là. Donc, pour ce faire, il faut être attentif à son non-verbal. Parce que même s'il parle pas, l'enfant, par son comportement, par qu'est-ce qui est le non-verbal, ben, il va le montrer qu'il a peur et qu'il est stressé. Donc, en tant qu'adulte, c'est à nous d'être attentifs à ces manifestations-là. Donc, parmi les différentes manifestations comportementales que l'on peut voir chez les tout-petits, il y en a vraiment plusieurs quand même. La première, en fait, puis elle qui va être le plus évidente, ça va être un changement de comportement soudain. L'enfant va figer, va arrêter de parler, va regarder droit devant, par exemple. Il va aussi avoir une régression. Un enfant qui est stressé tout le temps, par exemple, ça se peut ben, que s'il était propre, qu'il se remette à faire pipi au lit ou autre.
On va vraiment voir qu'il y a certains acquis qu'il avait fait, ben, qu'il est en train de les perdre. Puis aussi, on va voir un enfant qui est plus irritable, un enfant qui va se fâcher plus vite, qui va pleurer plus vite, qui va faire des crises. Ensuite de ça, on peut aussi voir des réactions excessives chez un enfant. On peut voir des crises, des pleurs, mais de façon démesurée. Ça va être l'enfant qui, par exemple, c'est Noël, on est tous en file pour prendre photo avec le Père Noël. L'enfant va se mettre à pleurer et à faire, on appelle ça, en tout cas au Québec, on appelle ça faire le bacon. Donc un enfant qui est par terre, qui va secouer ses poings, qui va pleurer, crier. Ça va être très, très intense, en fait, comme comportement. Aussi, un autre élément, une autre manifestation qu'on va vraiment souvent voir chez les enfants, ça va être des malaises physiques. Les enfants vont souvent se plaindre des maux de ventre. Ah, j'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur. Donc, si son cœur va battre plus vite, peut transpirer plus, être étourdi, aller à la toilette en fait plus souvent. Il y a vraiment des symptômes en fait physiologiques qui vont apparaître. Les enfants aussi qui font face à des stress quotidiens puis qui ont de l'anxiété, on va souvent aussi voir des difficultés au niveau du sommeil. Ça va être des enfants qui vont souvent faire des cauchemars, qui vont refuser d'aller dormir et ils peuvent faire des terreurs nocturnes. Dans le fond, l'idée d'aller dormir, ça peut être l'idée d'aller dormir en soi qui va les angoisser. Il se peut qu'il se soit passé quelque chose dans la journée, puis on s'assied avant de dormir, puis ça leur fait peur, puis ils veulent pas dormir. Une autre manifestation d'un enfant qui est anxieux, c'est un enfant qui a besoin d'être toujours rassuré. On doit toujours lui dire c'est bon, ça va bien aller, t'es capable. Il va souvent aller chercher l'adulte en fait pour faire des activités parce qu'il pense que tout seul il sera pas capable. Ça le stresse trop. Ça va souvent être en fait les enfants qui vont être proches, par exemple à la garderie, ça va être les enfants qui vont être avec les éducatrices. En grandissant à l'école, ben ça va être avec l'enseignante. Des enfants aussi qui vont être souvent accrochés littéralement aux jambes de leurs parents, qui vont se cacher. C'est normal que dans un environnement nouveau, l'enfant va rester près de son parent, mais dans des endroits qui sont plutôt réguliers chez l'enfant qui va souvent, par exemple, 1, 2, 3 fois semaine, s'il s'accroche encore à son parent, c'est là qu'on peut se dire que c'est un peu pratique. L'enfant devrait être habitué, devrait pouvoir explorer l'environnement, qui devrait plus être menaçant. Des difficultés au niveau de ses relations avec les autres. Un enfant qui est anxieux, en fait, va avoir la difficulté à rentrer en interaction avec les autres, il va avoir peur de leur réaction ou simplement il va pas savoir comment. Par exemple, un enfant qui a toujours évité des situations sociales, ben face à une situation sociale, ben il va juste pas savoir quoi faire, puis comment agir, puis comment on aborde les autres enfants. Il va aussi avoir la difficulté avec les adultes, mais en même temps, comme je dis, les adultes, c'est un peu normal. Un enfant qui est à l'aise et confiant va aller naturellement vers les autres, tandis qu'un enfant anxieux va vraiment rester en retrait. Après ça, ça peut créer de l'isolement, parce qu'il va avoir des difficultés avec la relation avec les autres, ben il va souvent rester seul dans son coin. Ça va être souvent l'enfant, justement à la garderie, qui va jouer tout seul, qui aura pas beaucoup d'amis, qui va pas beaucoup parler. Il va vraiment rester dans son coin. Ça peut être pratique en fait avec les années parce qu'il va pas développer ces habiletés qui sont essentielles à l'école pour entrer en contact avec les autres, pour faire des amis. Et au fur et à mesure, ben, un enfant qui est de plus en plus isolé va avoir de plus en plus de problématiques qui vont apparaître aussi. Donc en fait, la dernière manifestation qu'on peut voir chez un enfant, c'est l'évitement. J'en ai parlé un petit peu, mais l'évitement, c'est vraiment justement que face à une situation, on va s'enfuir ou on va juste refuser de la faire pour l'éviter. Par exemple, c'est un enfant, justement, mon exemple du parc, qui va refuser d'aller au parc, qui va pleurer pour pas y aller parce qu'il a peur. Ça peut être un enfant qui, au contraire, qui a plutôt que pleurer, mais il va faire une crise, il va lancer des objets, il va crier juste pour pas y aller à l'activité, mais pas parce que ça ne tente pas, parce que ça le stresse puis ça lui fait peur. L'évitement, justement, ça va avoir vraiment des impacts au niveau de son développement, au niveau de son développement affectif. Comment gérer les émotions, tout ça, parce qu'en fait, plus un parent va venir renforcer ça. Donc ça veut dire que l'enfant qui est stressé, qui veut pas y aller, ben on lui dit, ben c'est correct, tu iras pas. Mais l'enfant va savoir que s'il fait une crise, ben il va pas y aller, puis il va jamais, en fait, s'exposer à ces choses-là qui le stressent, puis il va manquer plein d'acquis qu'il pourrait faire en y allant. En fait, ça va aller de pire en pire. En fait, ça va s'empirer au fil du temps si on permet l'évitement chez l'enfant. Ça va être à l'école, justement, l'enfant n'a pas le choix de faire certaines choses. Puis s'il n'a jamais appris à gérer cette anxiété-là face à des situations nouvelles, ben il va vraiment avoir des difficultés. Puis en tant que parent, je veux dire aussi, la nuance, c'est pas, quand je dis de pas encourager l'évitement, ça veut pas dire que, par exemple, ton enfant a peur de l'eau, ben tu le prends pas puis tu le lances pas dans l'eau. C'est pas comme ça va peut-être même lui créer un traumatisme puis il voudra plus du tout y aller parce que ça va lui avoir fait trop peur. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire dans ces moments-là? C'est vraiment y aller graduellement. Comme l'évitement, justement, ça va être je refuse et je m'en vais de la situation. Mais on veut au moins, par exemple, s'il a peur de l'eau, mais qu'il aille toucher à l'eau. Ou juste qu'il soit prêt et qu'il regarde la piscine. Ça va être vraiment petit à petit. Il y a quand même une nuance à faire entre je lance mon enfant à l'eau
et je l'évite, là. On va faire l'étape du mieux de je mets mon pied dans l'eau. Sans nécessairement apprendre à nager, ben juste être en contact. C'est important de comprendre que tous les enfants sont à risque de vivre de l'anxiété. Tout le monde. Il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en ligne de compte qui font en sorte qu'un enfant peut développer de l'anxiété ou pas. Ça peut être des facteurs de vie, ça peut être aussi un enfant par sa personnalité. Il y a des enfants qui sont plus introvertis, des enfants qui sont plus extravertis. Il y a vraiment beaucoup d'éléments en cause, en fait, dans l'anxiété, mais c'est normal que les enfants en vivent. C'est pas juste un seul facteur, puis un seul élément qui fait en sorte que l'enfant va être anxieux. Il y a vraiment plusieurs choses à considérer.